Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio en ce jeudi 1er mai. Nous sommes avec vous en direct pour commenter l'actualité avec Christelle Niasme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeneuve-Saint-Georges. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Les maires sont courageux, ils viennent alors qu'ils pourraient se reposer le 1er mai. Les maires bossent le 1er mai. En revanche, les autres, on ne peut pas en dire autant. Alexis Bachet devrait nous rejoindre dans un instant. Maire adjoint à Colombes. Alors, il est peut-être qui fait la grasse mat, je ne sais pas. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alors Sophie, je pense que c'est pour donner l'exemple, parce qu'elle râle contre ces impossibilités de travailler le 1er mai pour les boulangers, entre autres, et les fleuristes. On va y revenir certainement avec elle. On va revenir sur ce 1er mai, la gauche à Dunkerque, le RN à Narbonne, les syndicats en perte de vitesse. On va revenir sur cet état d'urgence que réclame Gabriel Attal pour interdire les écrans pour les moins de 6 ans et les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et puis ce sondage, la gauche unie serait au second tour de l'élection présidentielle. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Christelle, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça concerne votre commune de Villeneuve-Saint-Georges. Ma chère commune que j'aime tant. Oui, que vous avez remporté il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, face à Louis Boyard. On se rappelle un vrai challenge. Voilà. Qu'on puisse à remporter maintenant à administrer, mais c'est pour notre plus grand bonheur. Moi, je voulais parler d'un objet volant bien identifié qui va arriver chez nous fin 2025. C'est un type de transport aérien qu'on aime bien chez nous, pas les avions qui nous rendent la vie un peu compliquée. Les taxis volants. Les taxis volants, voilà. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça donne une belle image à notre ville. Et puis donc c'est le fameux câble 1 qui va arriver, le premier téléphérique urbain de toute l'Île-de-France. Avec plein de chiffres assez impressionnants, 11 000 voyageurs attendus, des pylônes qui s'élèvent à plus de 43 mètres. Alors nous, on les a vus arriver, ces pylônes extrêmement hauts, avec les câbles se déployer petit à petit. Donc c'est assez impressionnant. Et donc ça va être quoi, un grand téléphérique en fait ? Ça va être un grand téléphérique urbain avec des vraies cabines qui vont prendre jusqu'à 30, je me trompe pas, 30 voyageurs par cabine, qui surtout toutes les 30 secondes, on va avoir un renouvellement de cabine. Donc c'est assez rapide pour traverser donc de Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, parce que c'est ça le tracé de la ligne. Ça va permettre de faciliter les transports, parce que c'est l'objectif, de faciliter les transports dans la banlieue, parce que nous, c'est toute la complexité quand on est sur des villes de banlieue, notre difficulté de nous déplacer entre nos territoires. L'intérêt que j'y vois, c'est que effectivement, ça va nous permettre de désengorger notre ville. Faut oublier que Villeneuve-Saint-Georges, c'est quand même la porte d'entrée par le Val-de-Marne pour aller sur la région parisienne. Nous, on est toujours assez contraints dès qu'arrivent les heures de pointe, le matin, vers le soir quand il faut rentrer chez soi, et on a du mal, nous, à circuler et à rentrer chez nous. C'est-à-dire qu'à des moments, on peut plus rentrer à la maison. Un trajet que vous faites en 5-10 minutes, vous passez à une bonne heure. Donc là, ça va nous permettre d'améliorer un petit peu notre quotidien. Et bien sûr, on attend une extension du tracé. Ce serait assez salutaire, un peu plus proche de la gare. Et puis on est ravis d'accueillir un mode de transport novateur, parce que c'est quand même. C'est une belle innovation. Mais ça existait dans le passé. C'est ce que j'ai vu à Meudon. Il y a eu un moment un téléphérique qui partait de Bellevue et qui allait sur les rives de Seine. Exactement. Mais c'est tout à fait novateur. Et on revient et on réinvente le transport en commun. On imagine, on repart effectivement dans le passé, parce qu'il y en avait déjà qui existaient dans les années 30. Donc on avait imaginé des premiers ce type de transport. Et aujourd'hui, on le fait revenir en zone urbaine particulièrement dense comme la nôtre. Combien de voyageurs par jour, a priori alors 11 000 voyageurs attendus par jour, c'est quand même assez... c'est colossal. Et des travaux qui ont duré combien de temps ? Alors les travaux, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on parle de ce fameux téléphérique. Ça fait quand même plus de 10 ans. Que c'est dans les et les transports fonctionnent comment chez nous? C'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a beaucoup. On est une ville bien desservie parce qu'on a le RER, on a un accès gare, transport en commun, on a pas mal aussi de lignes de bus. Donc on est très bien desservi, mais toute la difficulté, c'est quand vous avez des voies qui sont saturées. À un moment donné, les voies terrestres, c'est plus possible au bout d'un moment. C'est la problématique. Je voyais hier, je suis tombée de ma chaise en voyant, en raison d'une hausse des températures, le trafic est perturbé sur le RER B.
Mais dans quel pays on vit? Non, mais dans quel pays on vit? On peut se moquer, entre guillemets, des Espagnols avec leur panne géante, en disant, mais en France, ça peut pas arriver. Mais enfin, le RER B, à cause des variations de température, ne fonctionne pas. Il y a 15-20 ans, vous aviez une régularité sur les trains. Aujourd'hui, c'est plus possible, malgré tous les investissements qu'on pourra faire. Il y a une réalité qui est celle de nos villes, qui est, on est saturé en réalité. Absolument. On a de plus en plus de population, donc il faut adapter nos réseaux de transport, il faut les réinventer. Moi, je n'espère pas qu'un jour on réinscrive des nouvelles traversées de Seine, pourquoi pas qu'on étudie, qu'on se tourne enfin vers le fleuve aussi. Ça, c'est une vraie réflexion. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Voilà, nos villes ne soient plus construites d'eau à la Seine, d'eau à nos cours d'eau, et qu'on puisse enfin étudier mais investir. Ça demande des gros investissements. Mais en tout cas, je crois savoir que nos habitants sont prêts pour l'inauguration. Parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient prêts à venir en fin 2025 et qu'ils sont prêts à venir équipés de bonnets et de skis pour l'inauguration. Très bien, pour le clin d'œil. Gilles Plattret, oui, il faut inventer des nouveaux moyens. Ah oui, non, mais là, on en parlait juste avant que l'émission ne commence. J'ai plus vite fait de venir depuis Châlons chez vous que parfois si j'habitais dans la première ou deuxième couronne. Parce que moi, en 1h15 de train, je suis gare de Lyon. Et effectivement, il faut innover. Oserais-je plaider pour le respect du paysage, même s'il est bien entamé par ailleurs dans les villes proches de Paris. Mais c'est vrai que la congestion de la capitale et de ses abords est quand même un vrai souci. C'est aussi un souci de qualité de vie pour vos habitants. Et je trouve que voilà, il faut absolument innover. Il y aura sans doute d'autres solutions qui viendront avec la technologie dans les années qui viennent. Celle-ci en est une. Bon, je souhaite bon courage à ceux qui pourront en profiter et qui gagneront un peu de temps pour leur vie personnelle sur le temps de transport. Alexis Bachelet nous a rejoint. Alexis, maire adjoint à Colombes. Vous avez entendu ce téléphérique qui va arriver à Villeneuve-Saint-Georges? Oui, j'ai entendu. Je crois qu'il y en a un ici, les Moulineaux aussi d'ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Bon, bienvenue à vous. On est le 1er mai et votre coup de cœur, ou coup de gueule, ou coup de projecteur plutôt, c'est sur ce 1er mai. Oui, le 1er mai, évidemment, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, mais il y a eu aussi des événements qui ont marqué l'actualité dans notre pays. Et moi, en ce 1er mai, j'ai toujours un peu une pensée pour Pierre Bérégovoy qui s'était suicidé. C'est vrai. Et je rappelle que c'était quand même un parcours assez atypique. C'est un ouvrier qui est devenu Premier ministre. Je ne sais pas si on reverra ça un jour dans notre pays, ce type de parcours politique remarquable. Et puis aussi, moi, quand j'étais jeune militant, j'étais frappé par le meurtre de Brahim Bouharam à Paris. C'était aussi un 1er mai, c'était en 1995. Je crois que c'était des militants du Front National qui étaient sortis du cortège et qui l'avaient jeté dans la Seine et il s'était noyé. Oui, absolument. Il a 9 ans. Et ça fait écho à aussi l'actualité avec le meurtre de Aboubacar Cissé pour des raisons également de religion ou de couleur de peau. Donc voilà, c'est des échos dans l'actualité du moment et je pense que c'est pas mal de ne pas oublier ces événements-là et finalement, il y a des choses qui malheureusement n'ont pas forcément évolué dans la bonne direction dans notre pays. Oui. C'est bien de rappeler ces deux événements ce 1er mai. Sophie de Menton vient d'arriver. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Si je suis là, il n'y avait pas un taxi dans les rues. Vous pouvez prendre les transports, Sophie. Oui, c'est vrai. Je me suis demandé s'il n'y avait pas grève dans le métro. Non, mais il y a moins de métro, je pense, le 1er mai. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a frappé ce matin en venant, c'est que j'ai vu très peu de vendeurs de muguet. Très peu de vendeurs de muguet. Vous aussi, vous l'avez constaté. Un vendeur à Saint-Michel sur tout le parcours qui m'amenait depuis le centre de Paris ici. Non, mais il y en avait un peu. Ce que j'ai vu. Et pourtant, il y a plein de muguets dans les bois. Bah oui, cette année. Non, mais je peux vous le dire. Par contre, les fleuristes sont ouverts. Oui, mais ils n'ont pas le droit normalement. Et donc, c'est complètement fou d'ailleurs, parce que les fleuristes n'ont pas le droit le jour où on vend du muguet, dingue, alors qu'on permet aux gens qui n'ont pas le droit de vendre, sans parler des boulangeries, etc. Enfin, c'est complètement délirant. On va marquer une pause, Sophie, et je vous donne la parole au retour, ainsi qu'à vous, Gilles Plattret, pour vos coups de cœur et coups de gueule. À tout de suite. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble en direct avec vous sur Sud Radio en ce 1er mai avec
Christelle Niasme, maire de Villeneuve-Saint-Georges, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Et oui, c'est le hasard du calendrier qui fait que nous avons des élus ce matin. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous vous représentez... Élu aussi, élu éthique. Voilà, élu éthique, vous représentez les patrons ce matin. Oui, un certain nombre de patrons. On va parler du 1er mai, évidemment, avec ces manifestations, ces meetings. À gauche, c'est à Dunkerque. Pour le RN, c'est à Narbonne. On va parler des syndicats. On va revenir sur les écrans et le sondage un peu choc quand même, qui met donc le RN en tête des intentions de vote. Alors vous me direz, ça ne veut pas dire grand-chose à un an de l'élection présidentielle. Néanmoins, c'est une photographie à l'instant T de l'état d'esprit des Français. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sophie, vous, c'est un coup de cœur ? J'ai même 2 coups de cœur, exceptionnellement, c'est le 1er mai. Oui. D'abord, un coup de cœur parce que il y a une auteure qui s'appelle Stéphanie Desor, qui sort aujourd'hui un bouquin que j'ai adoré, qui était Caroline et John. Elle le sort en livre de poche, donc c'est bien parce que ça prouve que c'est lu, etc. Et elle a sorti un bouquin que je suis accro, qui s'appelle Gianni le Magnifique, qui est l'histoire, effectivement... de Gianni Agnelli. De Gianni Agnelli. Et c'est l'histoire d'une famille absolument incroyable, des entrepreneurs inimaginables. Et elle a un talent de plume, elle est complètement haletante quand elle écrit ça. C'est très, 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 très documenté. Et puis, évidemment, il y a un peu de roman dans les personnages. Et puis, alors, c'est très bien. Je l'ai lu et je l'ai lu en 2 jours. J'en ai fait un coup de cœur dans l'émission du coup de cœur des libraires que vous pouvez écouter sur Sud Radio le dimanche. Et c'est vrai qu'elle vous transporte dans une autre époque. Elle a une écriture très imagée. Et franchement, pour ses ponts... Elle écrit de telle façon qu'on ne peut pas lâcher parce que c'est haletant. Absolument. Et tous ces livres sont parus en poche. Et en particulier, je vous conseille celui sur Pamela Harriman, qui était la belle-fille de Winston Churchill. Et le livre sur Gianni Agnelli commence avec cette liaison que Gianni Agnelli a eue avec cette femme. Voilà, ça c'était la minute culturelle. Important. Oui. Et deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur pour une association qui s'appelle Terpeta. T-E-R-P-T-A. Terpeta. Il paraît que ça se prononce Terpeta. Ah d'accord, pardon. On m'a dit. Alors allez-y. Et donc, je trouve ça me bouleverse quand les personnes âgées rentrent en EHPAD. On leur enlève leur chien, leur chat, mais quand on voit l'attachement qu'on a nous-mêmes pour nos animaux, et là, quand seuls ils rentrent dans un EHPAD, que les enfants les visitent pas si souvent que ça d'ailleurs. Il faudrait s'en souvenir. Et donc, ça avait commencé. On avait dit, oui, il pourrait y avoir. Mais on vient de décider qu'il fallait qu'ils soient capables de s'occuper entièrement de leur animal. Si on est en EHPAD, c'est pas pour aller se balader à 11h du soir dans la rue, pour le sortir. Je pense qu'il y a énormément de solutions et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça n'en a l'air. La santé mentale et l'animal, sans parler de l'animal, qui tout d'un coup est abandonné par une personne âgée qui probablement, d'ailleurs, vit avec son animal depuis 10 ans. Et je trouve ça bouleversant et c'est vraiment un appel à lancer. Ceux qui vont visiter leurs parents dans des EHPAD, influencer, essayer. Ou dans le choix qu'on fait d'un EHPAD, c'est pas toujours facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. En plus, ça coûte cher, puis il y a l'argent là-dedans. Ouais. Christelle. Et on pourrait demander à des jeunes, d'ailleurs, je pense, de promener les animaux, après tout, d'être un peu de solidarité. C'est une très bonne idée. C'est un projet de. Je crois que c'est vrai qu'il y avait un projet de loi autour, effectivement, de l'accompagnement dans les EHPAD. C'est un moment de la vie où justement on a besoin encore plus d'accompagnement. Il y a l'isolement, il y a l'abandon, même si le terme est pas beau, mais effectivement la distance qui se crée avec la famille et le rapport à l'animal est plus que reconnu, puisque maintenant on accepte même maintenant les animaux dans les concerts, dans les hôpitaux pour accompagner dans les voyages, parce qu'on sait qu'il y a une valeur thérapeutique. Donc il y a le respect à la fois de l'animal qui est dû et puis de nos personnes âgées qui sont dans un moment de vie où, c'est le déchirement. Vous avez tous vos repères qui sont perdus, vous perdez en plus votre animal de compagnie, donc il y a effectivement des avancées extrêmement importantes à avoir là-dessus. Puis ça dit beaucoup de choses, ça dit aussi notre capacité à quand on sait comment on traite nos personnes âgées, ça dit aussi la capacité, le regard qu'a la société sur les siens, l'humanité qu'on met dans chaque chose pour traiter les plus fragiles. Donc non, c'est un sujet qui est particulièrement... Et vous pouvez faire quelque chose, vous ?
Par exemple. En tant qu'élu ? Oui. En tant qu'élu, c'est privé. Enfin oui, c'est ça. C'est pour nous. Moi, je sais que sur ma ville, moi, j'ai un véritable. Enfin, ça fait partie aussi des engagements que portent les élus locaux pour la cause animale. Ça se développe de plus en plus dans les villes. Nous, chez nous, on accompagne beaucoup. Alors, on a l'école du chat libre. Je ne sais pas si ça vous. Voilà. L'école du chat libre. Libre, tout à fait, parce que c'est un statut qui existe depuis 1982. Les chats ont le droit de vivre en liberté et qu'un chat sauvage a le droit d'exister. Mais c'est des initiatives en tout cas qu'il faut. Des initiatives locales et on ne peut pas rentrer effectivement tant que le législateur n'a pas statué. L'initiative du chien caressé. Voilà. Allez, on va avancer dans l'actualité. Gilles Plattret, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule ? C'est les deux en même temps. Deux en même temps. En fait, vous savez, quand vous aimez quelque chose et qu'il est attaqué, votre coup de cœur se transforme en coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est un spectacle qui tourne maintenant depuis quelques années en France qui s'appelle Historock, qui est monté par Dimitri Casali, qui est un historien qu'on connaît bien, spécialiste de l'Empire, qui a publié une quarantaine d'ouvrages sur Napoléon, notamment à destination des enfants. Et il a monté un spectacle, moi je l'ai reçu 2 années de suite à Châlons, donc je peux en parler très librement. Un spectacle qui retrace l'histoire de France depuis les croisades jusqu'à De Gaulle, avec une trentaine de panneaux et des chants. On associait les gamins. Et ce qui est fabuleux, si vous voulez, dans ce moment-là, c'est qu'il y a un moment de communion autour de l'histoire de France qui est extraordinaire. Des gamins, des centres-villes, des quartiers qui sont là, qui chantent ensemble, des espèces de karaoké géant, mais qui se joue avec 400, 500, 600 enfants des écoles primaires. Dimitri va dans les écoles avant. Enfin, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et j'engage vraiment tous mes collègues maires à faire appel à lui. Et donc, c'est vraiment pour communier autour de notre nation et de son histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incomparable. Mon coup de gueule, c'est que la mairie d'Orléans a programmé, comme beaucoup d'autres mairies, sa venue. Ça s'est passé il y a 2 jours, mais ça s'est hélas passé sous fond d'une polémique inacceptable, puisque les élus d'extrême gauche, qu'on connaît bien et qui nous bordélisent régulièrement nos assemblées, la presse d'extrême gauche, je pense à Maxentre, je suis obligé quand même de citer le nom du média, ont parlé de trumpisation, d'anounanisation des esprits, et ont lancé une polémique pour essayer d'interdire le spectacle. Alors, heureusement, la mairie a résisté, le spectacle a eu lieu, 500 enfants, c'était un délire complet. Vous savez, quand vous avez tous les enfants qui montent sur scène et qui se mettent à chanter à la fin du spectacle la Marseillaise, alors forcément l'extrême gauche va crier à l'horreur, mais on se dit qu'il y a quand même des moments encore de communion nationale qui sont capables d'exister dans ce pays, et que si nous on est assez fort parce qu'on y croit à cette vertu-là, pour l'imposer dans le paysage et en faire quelque chose de naturel, alors on peut peut-être bâtir une France un peu plus fraternelle demain et un peu moins clivée par des communautés qui vont se regarder de travers, voire s'affronter directement. Le spectacle de Dimitri, Historock, c'est quelque chose qui réconcilie les Français autour de leur histoire. Donc voilà, c'était le coup de gueule et le coup de cœur surtout de ce matin. On peut en écouter un petit extrait, me dit Jamel, notre réalisateur. Ralliez-vous à la laïcité, vous la trouverez au chemin de la gloire. Ralliez-vous à la liberté. Ça, c'est l'épisode sur Henri IV, justement, qui impose une séparation des convictions religieuses et de l'État d'un côté. Fabuleux, de faire connaître l'histoire. Je vous assure que les gamins chantent et communient, c'est fabuleux. Voilà un bon spectacle. C'est réac, Alexis. Bon, c'est bien. Alexis Bachelet, c'est réac. Je ne connais pas le spectacle, Valérie. Je vous taquine. taquine. Parler de quelque chose que j'ai pas vu. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu. Journaliste. Voilà, bing. Non, mais sur le principe, vous pourriez trouver que c'est un peu réac de parler de l'histoire de cette manière. Non, un livre... Tout ce qui est bien est réac maintenant. Non, Laurent Valdiguier, qui est un journaliste, enquêteur, journaliste d'investigation, je l'ai aperçu hier soir dans une émission de télévision, il parlait du livre qui paraît aujourd'hui avec une enquête dans Marianne à propos de Dominique Pellicot. Je l'ai vu hier soir. Donc, ça m'a perturbé et troublé parce qu'il dit, la thèse de son livre est de dire qu'il aurait pu être arrêté il y a bien longtemps. On l'avait piqué, que la police, entre autres, n'a pas poursuivi certaines pistes. L'histoire des scellés d'une des victimes qui
qui ont été perdus dans les couloirs, dans les méandres du palais de justice est absolument hallucinante. Je vais le lire. Ça s'appelle Fétiche 45, qui était le nom de code de Dominique Pellicot quand il agressait, enfin sur les différents réseaux. Ça s'appelle Les autres vies de Dominique Pellicot. C'est aux éditions du Seuil. Et c'est vrai que les dysfonctionnements sont assez troublants, perturbants, et qu'on se dit que, hélas. Comment alors sa femme, parce que ça change un peu les choses. Sa femme ne pouvait pas ne pas savoir que son mari avait été traîné devant le juge, mis en examen. Enfin, c'est. Je sais pas, je vais le lire comme Alexis, mais en tout cas, j'ai trouvé, l'enquête paraît dans Marianne qui sort aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a, ça vous fait sourire, Alexis? Non, ce qui me fait sourire, c'est la vanne de tout à l'heure. Vous revenez. Oui. Les journalistes qui n'ont pas lu, là, vous voyez, c'est exactement ça. Mais je l'ai vu hier en parler. Sauf que Valérie, il faut dire que franchement, elle les lit, les bouquins. Je les lis, moi, incroyable. Je les lis. Faut-il trouver les librairies aujourd'hui? Oui. Oh, quand même. Non, aujourd'hui, 1er mai. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une honte. C'est possible. Allez, c'est quand même scandaleux. Ça c'est très juste ce qu'elle vient de dire. Oui, absolument. Faut-il travailler le 1er mai? Allez, on va en parler dans un instant. D'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous sommes le 1er mai avec vous en direct. 1er mai, la fête des travailleurs, des manifestations aujourd'hui un petit peu partout en France, à Paris. Et à Dunkerque, la gauche tiendra meeting. Le RN sera à Narbonne avec des syndicats qui semblent en perte de vitesse. Ça représente quoi ce 1er mai pour vous aujourd'hui? Alors, le 1er mai, d'abord, moi, fête du travail chômé. Parce que j'aime bien l'idée de fête du travail. Je rappelle au passage, pardon Valérie, que j'ai lancé il y a 22 ans la fête des entreprises, j'aime ma boîte, qui n'est pas chômée, avec donc vraiment consolidation de l'entreprise. Donc déjà c'est assez étrange. Et ce jour, c'est bien de fêter le travail, 1er mai. Alors, ce jour où il est interdit de travailler, c'est quand même, surtout en ce moment, c'est quand même très choquant. C'était à la base, rappelons-le, le muguet. Merci Valérie du joli bras de muguet. Ce muguet était destiné au Parti communiste. Oui, absolument. Pour le financer. Donc déjà, mais il faut spécifier, j'y tiens beaucoup, et je pense au livre qui vient de sortir, le président du Parti communiste, Fabien Roussel, qui vient de sortir un bouquin sur le travail, et qu'à la base, les communistes sont très respectueux du travail. Alors, ils veulent autre chose, ils veulent une égalité, ils veulent, bon, très bien, mais ils sont respectueux du travail. Et aujourd'hui, cette espèce de bagarre que mènent certaines Sophie Binet en particulier, en disant c'est chômé, cette espèce de guerre contre le travail, finalement, est quand même assez antinomique du 1er mai. Donc je pense que ça n'a plus de sens et que c'est grave. Il faut absolument réinvestir les gens sur le travail, travailler quand vous pouvez, où vous pouvez. Il faut les laisser libres de travailler. En revanche, moi je suis pas contre. Il faut peut-être les payer aussi. Oui, non mais alors. D'abord, aujourd'hui, les salariés sont beaucoup plus payés s'ils viennent travailler le 1er mai. Excusez-moi. Je précise que vous n'êtes pas payé. Une auditrice dit, est-ce que les chroniqueurs sont payés double? Non, ils ne sont pas payés. Non, du tout. Voilà. Du tout. Mais j'ai un bouquin, mais j'ai un vrai muguet. Voilà. Donc, oui, c'est facile de dire faut les payer. C'est pas pour ça que les gens vont bosser. Et ensuite, on va pas recommencer. Si on les paye pas plus, c'est parce qu'on peut pas. Parce qu'on aimerait bien les payer plus. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, ils sont payés plus. Le 1er mai, c'est une règle. Donc, ce désinvestissement du travail, on a une gauche très coupable, mais très, très, très coupable. Culpabilisante, oui, Christelle. Alors, Christelle et puis Alexis. Je pense qu'il faut s'intéresser au fondement des choses quand on interroge un peu notre société. Quand on a mis en place, le 1er mai, donc il y a eu les premiers, 1919, après il y a eu 1947, on travaillait, j'ai lu un peu sur les travailleurs, les travailleuses, c'était pour défendre les conditions de travail. Bien sûr. Le droit à travailler dans de bonnes conditions. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a le droit de travailler dans de bonnes conditions. Et tant mieux, les droits ont avancé en la matière. Maintenant, quelques siècles plus tard, il faut
faut s'interroger sur le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où on a des gens qui voudraient bien faire avancer leur commerce. Enfin, je veux dire, on en souriait tout à l'heure, on parlait de l'achat d'un livre, une librairie ouverte, pas ouverte un 1er mai, alors que paradoxalement, vous avez tous les sites de vente en ligne qui sont disponibles. Absolument. Comment on fait? Moi, tout à l'heure, je suis arrivée, je cherchais un café, très naïvement, un 1er mai, impossible. Quand on a des gens qui sont face... Je viens de dire des exceptions. Oui. Exceptionnellement, où c'est l'exception. Mais c'est une journée où, il faut le dire, les salariés sont payés double et ils ont une journée de récupération. Donc c'est triple salaire. Ouais, triple ça. Mais quand vous avez toutes les charges qui augmentent absolument partout, que vous voudriez bien travailler pour développer votre activité et qu'un jour vous avez le droit de travailler si vous êtes le patron. Oui, voilà. Si vous êtes le patron, 1. Et 2, vous avez le droit de vous faire aider les boulangeries qui sont membres éthiques. Absolument, me l'ont bien spécifié. Il était formidable d'ailleurs ce matin, le patron de la Fédération des boulangers. Oui, mais vous faites travailler votre famille gratos. Alors Alexis, je vous donne la parole. Pose question après pour la retraite. Le 1er mai, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? En fait, le 1er mai, d'abord, c'est pas la fête du travail, pardon de corriger Sophie de Menton, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Et l'origine de cette fête du travail, elle vient d'outre-Atlantique. C'est des anarchistes qui ont mené des combats aux États-Unis pour obtenir, à l'époque, c'était la première revendication du 1er mai, les premières manifestations du 1er mai, c'est sur la durée de travail. Ils réclamaient la journée de 8 heures. Et je pense qu'à l'époque, ils réclamaient même pas les congés payés parce que ça n'existait pas. Et puis, il y a eu aussi, à cette époque-là, il y avait encore du travail des enfants. Donc, c'était pour protester contre les excès de l'exploitation capitaliste. Et c'était aussi, ça commençait à être massif, puisque à la fin du 19e siècle, on a l'industrialisation qui a déjà démarré aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'ouvriers qu'auparavant. Et ça commence aussi à monter en Europe. Donc, à un moment donné, effectivement, face à l'exploitation de masse, pardon de reprendre un vocabulaire qui va effrayer Gilles Platret, c'est un peu marxiste, mais ça a existé. C'était les premiers pas du capitalisme, et les premiers pas du capitalisme, Sophie de Menton, là c'est elle qui va sursauter, mais c'était un peu sauvage pour les travailleurs, vous voyez. On pouvait travailler des 14-15 heures, il n'y avait pas de journée de repos hebdomadaire, il n'y avait pas de congés payés. Alors j'imagine, j'ose espérer que personne ne regrette cette époque quand même. Non, mais c'était Alexis, c'était 1886. Personne ne regrette cette époque comme si c'était pas une évidence. Ce qui est intéressant, c'est que en fait ces combats-là, évidemment, ils ont changé. Aujourd'hui, il y a encore des combats à mener, par exemple sur l'égalité salariale. Est-ce que c'est normal que les femmes soient en moyenne, les salariés soient payés de moins 30% que les hommes? Évidemment non. Moi, ça me donne envie d'aller manifester le 1er mai. Est-ce que effectivement, c'est normal que dans certains secteurs d'activité, on ait de la précarisation? Non. C'est mieux d'avoir un emploi stable, durable, que d'être précarisé. Ça veut rien dire la précarisation aujourd'hui avec les plateformes. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est derrière nous? Non, c'est pas vrai. Il y a une histoire, certes. Alexis, ça veut rien dire aujourd'hui. Laissez-le terminer. La précarisation, mais est-ce que vous pensez que ces manifestations... Le temps partiel subi, on sait par exemple que dans la grande distribution, c'est les femmes qui subissent le temps partiel subi. Ça existe, Sophie. Bien sûr, ça existe. Et les femmes sont très contentes que ce soit le temps partiel, très souvent. Non, mais ça existe, tout ça. On ne peut pas faire comme si le monde du travail, il existe toujours. Il y a toujours des combats à mener. Il y a toujours des tensions entre les intérêts. Il faut complètement modifier. Sophie, laissez parler un petit peu. Et l'intérêt des salariés. Oui, ils n'ont pas les mêmes intérêts, Sophie. Mais je vois des images en ce moment du 12e arrondissement, puisque la manifestation va passer de la place d'Italie à Nation. Les commerçants ont mis des murs pour protéger leurs vitrines. Je vois des banques qui ont mis des panneaux de bois et je vois des inscriptions là à l'instant qui disent génocide en cours, Palestine, plus de 50 000 morts, des enfants et des femmes et des hommes. C'est-à-dire que cette fête du travail aujourd'hui, c'est une fête politique, c'est une fête qui génère, j'entendais un syndicaliste policier qui disait que c'était une des pires journées pour eux, journée de violence, journée de manifestations qui ont des revendications qui n'ont plus grand-chose à voir avec le travail, et on le voit d'une manière générale quand il y a des manifestations
manifestation aujourd'hui, mais ces images sont effarantes de voir ce quartier qui est complètement bunkerisé contre les violences. Et ceux qui payent, c'est ceux qu'on était censés défendre, les artisans locaux qui vont devoir, qui un jour où ils devraient pouvoir faire du chiffre d'affaires, ne peuvent pas travailler et qui doivent au quotidien lutter parce que toute maintenant l'ubérisation de tout, hein, vous trouvez facilement en ligne. Aujourd'hui, moi, j'ai des rues commerçantes qui peuvent pas vivre. Les centres commerciaux aujourd'hui se vident parce que ils font plus de chiffre d'affaires, ils trouvent plus de clients. Petits commerces ferment, petits commerces, c'est compliqué, c'est terrible. Et le seul jour, partout, mais c'est terrible. Et le seul jour où ils pourraient, ou des journées où ils pourraient travailler pour essayer de gagner un petit peu plus, on leur dit que c'est pour protéger leurs droits. Enfin bon, je dis pas qu'il faut pas protéger les employeurs comme les employés, mais maintenant c'est peut-être plus se questionner sur les évolutions de notre société qu'il faudrait voir. Et puis là, ces manifestations qui ont plus rien à voir avec le projet initial. Enfin, je veux dire, on va voir ce qui va se passer. Gilles Platrey. Alors peut-être. Il y a des manifs à Châlons. Pas aujourd'hui. Enfin, il y aura une manifestation traditionnelle, mais il n'y a pas de manifestation violente comme on peut le voir hélas à Paris. Je voudrais répondre au camarade Bachelet qui m'a interpellé comme un suppôt du grand capital, que je ne suis pas par ailleurs, même si je suis favorable à la liberté d'entreprise et à la création de richesses communes pour qu'elles puissent être redistribuées à tous les Français. Voilà. Donc ça c'est une position de principe chez moi. Donc à ce titre-là, favorable à l'économie de marché. Pour autant, je pense qu'il y a des traditions dans ce pays et que le 1er mai est une fête laïque. Beaucoup de fêtes chômées de notre calendrier ont une origine religieuse. Bon, celle-ci a une origine laïque. Pour moi, le problème n'est pas le problème du 1er mai. Le problème, c'est un problème de temps de travail hebdomadaire. Je reviens sur cette idée que nous avons collectivement, d'abord en acceptant les 35 heures et en ne saisissant pas la possibilité de les réformer, nous avons appauvri notre pays. Et que la génération qui vient après nous va payer très chèrement l'addition de ces décisions qui doit aujourd'hui être réformée. Donc c'est pas, pour moi, le problème n'est pas le 1er mai, le problème c'est un problème de temps de travail hebdomadaire. Et de jours chômés en France. Alors, il y a beaucoup de jours chômés, mais très honnêtement, Sophie, si on arrivait... Alors, je vais poser peut-être un pavé dans la mare, mais peu importe. On travaille beaucoup sur le recul de l'âge de la retraite, etc., etc. Moi, je suis favorable, et c'est pour ça que j'interpelle notre ami Bachelet, au système mitterrandien de 1981. C'est-à-dire retraite à 60 ans, temps de travail de 39 heures hebdomadaires. Parce que si on ramenait le temps de travail hebdomadaire à 39 heures, on créerait un choc de productivité qui enrichirait notre pays. Ça fait une demi-journée de travail de plus par semaine. Et on pourrait laisser partir les gens en retraite plus tôt, ce qui est une vraie aspiration. Moi, je le vois bien. Des gens que je connais qui ont envie de pouvoir s'occuper de leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Mais simplement, il faut d'abord qu'on bosse plus quand on est en âge de le faire bien. Donc, plutôt que de faire traîner des gens qui vont être au chômage et qui ne récupéreront pas pour la moitié la possibilité de travailler. Enfin, après, c'est une idée que je mets sur le débat. Revenons aux 39 heures et abaissons l'âge de départ à retraite. Et puis le 1er mai, j'allais dire, il deviendra subsidiaire parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un temps de travail plus important par semaine. Partiellement, vous avez raison. 35 heures ont tué la France, je suis d'accord. Mais on a quand même un nombre de jours fériés. C'est aussi quelque chose de facile à récupérer. Or, quand le jeudi de l'Ascension n'est même pas férié en Italie, qui est le pays le plus catholique du monde, je veux dire qu'il y a un moment où je trouve que le nombre de jours, et pourtant je suis catholique, le nombre de jours fériés religieux est absurde. Et puis il y a un point que nous n'avons pas soulevé, qui est la question des syndicats. Les syndicats sont arrivés après-guerre. Ce sont les mêmes syndicats. Plus personne n'est syndiqué. Il y a 10% de syndiqués en France. C'est eux qui ont pouvoir de vie et de mort sur l'économie française. Les grèves, ils déclenchent des grèves. Chirac l'avait déjà dit, on peut rien faire, ils vont arrêter le pays. On a donc des syndicats qui sont extrêmement politisés, qui ne défendent plus vraiment les salariés. Et il faut changer. Il faudrait que nous payions. Non mais c'est important parce que sur la feuille de paye, vous êtes tous en train de payer des syndicats qui vous défendent plus. Ils continuent de défendre. Non, ils ne défendent rien du tout. Bon, on va marquer une pause, c'est l'heure de la pub. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, continuons. Un mot quand même sur les syndicats. Effectivement, les salariés boudent de plus en plus les syndicats. Néanmoins, je voudrais qu'on avance un peu vite parce que je voudrais qu'on parle aussi de la proposition de Gabriel Attal et de cette problématique des écrans chez les jeunes. Comment la régler? Comment installer une réflexion sur le sujet? Donc les syndicats, vous disiez hors antenne que vous travaillez très bien avec les syndicats dans votre ville. Quand les syndicats qui ont des centrales nationales, mais se préoccupent d'abord des enjeux locaux, le travail est extraordinaire. Moi, c'est ce qui se passe à la mairie de Châlons. Ils lâchent rien sur un certain nombre de revendications. On a des discussions serrées et très respectueuses, mais en fait, ils sont d'abord attachés au bien-être des agents. Et moi, je dis à l'occasion des vœux, des médailles du travail, etc., je dis aux agents, mais quand il y a un souci, saisissez vos syndicats, parce que derrière, on va avoir un dialogue. Et je crois que quand on a conservé le sens du syndicalisme, c'est-à-dire la défense des salariés au plus près des besoins du terrain, et qu'on ne fait pas de la politique nationale avec des mots d'ordre politiciens, alors on fait ce que j'oserais appeler bon syndicalisme. Moi, je suis pas de ce côté-là, donc peut-être que j'en parle mal, mais je suis employeur. Mais pour autant, c'est quand même ce qui se passe. Mais absolument, et je trouve que c'est les salariés essentiel. qui rachètent leur boîte, qui non seulement défendent les salariés, mais exactement. Mais ça, c'est vrai. Enfin voilà. Donc, et puis vous savez, les syndicats souffrent de la crise de représentation qui est partout présente. On dit effectivement il y a moins de 10% des salariés syndiqués. Il y en a quand même beaucoup plus qui se réfèrent aux syndicats quand ils en ont besoin. Puis très honnêtement, combien de Français adhérents d'un parti politique aujourd'hui, c'est bien en dessous de 10%. Donc vous voyez bien que c'est une crise de représentation générale. Absolument. Mais honnêtement, le syndicalisme, quand il est près du terrain et des intérêts des salariés, c'est quelque chose d'extraordinaire, y compris pour les employeurs. On en a besoin. Alexis Bachelet. Oui, d'abord moi je suis d'accord avec Gilles Plattret, puisque moi aussi en tant qu'élu local je suis du côté des employeurs et évidemment les syndicats sont indispensables, puisque dans ma collectivité il y a presque 2000 agents, donc on ne peut pas discuter individuellement avec les 2000 agents. Heureusement qu'il y a des structures paritaires où les employeurs peuvent discuter avec les représentants des agents, et que ça permet de régler au quotidien tous les problèmes qu'il y a dans une grande collectivité. Et en fait, je suis assez étonné par le discours de Sophie, parce que elle reproduit en fait les travers des grandes centrales syndicales nationales. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a un décalage énorme entre les mots d'ordre nationaux et les postures nationales et ce qui se passe sur le terrain dans les entreprises. Il faut savoir que même la CGT, qui au niveau national, on a l'impression qu'ils sont toujours opposés à tout, qui disent non, etc. Mais dans les entreprises, ils signent 80% des accords d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils font leur boulot, comme dit Gilles Plattret, ils regardent ce qu'il y a dans l'accord, et si c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire s'ils amènent des choses favorables pour les salariés, pour les gens qui aussi les ont plébiscités ou ont voté pour eux, eh ben ils signent l'accord. Et c'est encore plus vrai pour la CFDT, pour des syndicats entre guillemets moins durs ou plus réformistes. Donc en fait, ce que décrit Sophie de Menton, c'est théorique, ça n'existe pas. La lutte des classes où les gens, c'est la guerre dans les entreprises, les salariés veulent tout le temps se mettre en grève. Il n'y a aucune entreprise qui peut fonctionner dans la sérénité. C'est faux. Il y a effectivement quelques secteurs, notamment dans les transports, où on a souvent une médiatisation de mouvements, etc. Mais c'est un biais médiatique, parce que dans 80% ou 90% des entreprises, le dialogue social, il fonctionne et chacun est dans son rôle. Effectivement, comme le dit Gilles Plattret. Alors, un tout petit mot, Alexis, un tout petit mot quand même, pour vous répondre. Ils défendent des choses très concrètes, très un tout petit mot pour vous répondre, Alexis. Je dis la même chose. Je dis que nous avons absolument besoin des syndicats. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de salariés. Alors, je finis. Je voudrais beaucoup plus de salariés syndiqués. Je ne veux plus des syndicats actuels. Je veux qu'il y ait des nouveaux syndicats qui émergent. Je veux qu'il y ait une obligation de se syndiquer quasi pour les salariés, pour avoir une véritable démocratie syndicale. Ce que je reproche, c'est l'état d'esprit des grands syndicats aujourd'hui. Le syndicat maison, entre guillemets, est quelque chose de formidable. J'ai eu, moi, une boîte
boîte. J'avais jusqu'à 1300 salariés. Je discutais avec l'UNSA une fois, je me souviens toujours, et ma boîte elle est pas bien. Et c'est l'UNSA qui m'a dit bon allez, on n'augmente pas là. Vous pouvez pas augmenter. C'est incroyable les syndicats. Donc je dis qu'il faut des syndicats et il ne faut plus les centrales nationales que nous avons. Bon, on va marquer une pause et on va parler de la santé mentale des adolescents. Comment lutter contre les écrans, en particulier chez les petits. À tout de suite. Série Expert. Mettons-nous d'accord, je voulais qu'on revienne sur cette tribune hier de Gabriel Attal. Alors certains diront il est en campagne, machin. Néanmoins, il pose la question, il pose une vraie question sur le danger des écrans chez les petits. Comment sensibiliser les parents? Comment faire pour interdire ces écrans? C'est une tribune qu'il a co-signée avec Marcel Ruffo hier dans le Figaro. C'est un sujet, Gilles Platret, qui est important, hein, la santé mentale des adolescents. Est-ce que le lien n'est pas forcément à faire directement sur les troubles psychiatriques? Néanmoins, c'est évident qu'il y a un impact sur les enfants, sur les très jeunes, quand on les expose aux écrans. Alors on est entièrement d'accord. D'ailleurs, cette tribune, qui certes n'est sans doute pas dénuée complètement d'idées politiciennes, mais malgré tout pose un vrai sujet, et elle fait suite à une autre tribune de plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de pédiatrie, Société française de santé publique, qui alertent, alors là, pas pour les adolescents, mais qui disent, alors que les recommandations mondiales sont d'éviter les écrans jusqu'à 3 ans, de pousser l'interdiction jusqu'à 6 ans, précisément parce que c'est cette époque-là où le cerveau est en train de se former et où finalement des retards cognitifs peuvent apparaître, des défauts de compréhension, de mémorisation, de concentration. Donc on voit bien, en fait, alors que pendant des années, quand on nous disait est-ce qu'il n'y a pas une influence, on nous renvoyait parce qu'on sentait bien quand même que voilà, il y a quand même des considérations commerciales derrière tout ça, et on sentait bien qu'il fallait pas parler des méfaits. Mais aujourd'hui, nous avons du recul sur ce qui se passe. Et moi, ce que je peux dire, et on en parlait, on peut le dire hors antenne, c'est indépendamment de ces sujets qui sont des sujets de concentration des petits, c'est l'arrivée dans nos écoles, puisque nous gérons la partie bâtimentaire et le personnel, notamment des ATSEM dans les écoles maternelles. Nous voyons arriver de plus en plus d'enfants, et ça je peux vous dire avec une expérience de 11 ans de mère, c'est monté, je l'ai vu monter ce phénomène, d'enfants violents, d'enfants qui ne se concentrent absolument plus, et derrière, je suis obligé de le dire, même si ça concerne un petit pourcentage, des parents qui ont totalement abandonné la mission éducative qui devrait être la leur. Donc ces sujets de l'écran, et on sait très bien d'ailleurs que c'est souvent dans les familles défavorisées que la consommation d'écran est plus importante, sont en train de monter. Donc moi je sais pas s'il faut les interdire pour les ados, mais en tout cas jusqu'à 6 ans, je pense que c'est aujourd'hui une nécessité, et ça serait déjà un pas extraordinaire. J'ai failli l'autre jour, j'étais au restaurant, et donc il n'y a pas que les familles défavorisées. Non, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Oui. Je parlais de la proportion, mais bien sûr. là, il y avait 2 enfants de 3 et 5 ans. Les parents avaient filé leur portable, pour 2 être heures à table pour être tranquille. J'ai failli, mais d'ailleurs je vais le faire dorénavant. J'ai failli arriver très gentiment et dire excusez-moi, mais vous savez, je crois que vous ne devriez pas laisser l'écran à vos enfants. Il faut le dire. Non, mais si nous n'agissons pas individuellement, si nous contentons de critiquer et de constater les dégâts horribles, moi je pense que nous sommes dans un tournant de la société où on est individuellement responsable autour de soi. Oui, Christelle. Non, mais le propos est juste. Effectivement, on peut pas nier les conséquences extrêmement lourdes pardon, sur les questions, sur la concentration. Moi, je fais le même constat chez moi. On a les déficits de l'attention, la surexposition aux écrans, en dehors du temps passé sur les écrans, donc qui désocialise. On a aussi un rapport à tout un tas de contenus qui ne sont pas sans conséquences. Qui ne sont pas sans conséquences. Tout à l'heure, on parlait aussi de générations qui deviennent de plus en plus violentes dès le plus jeune âge. Je crois qu'on a, moi je l'appelais un peu la génération crash test. On a des parents qui sont arrivés avec un outil qui est le téléphone, les modifications de l'usage du numérique, et puis finalement sans aucun contrôle. Quel contrôle parental on met sur ces outils? Comment on fait pour prémunir nos enfants face à l'usage de ces outils? Là, on le voit très clairement. Là, dans tout ce qui est dit et ce qu'on constate au quotidien, on donne pour pouvoir apaiser une situation. Ça devient un peu la nounou, finalement. La nounou, la béquille pour apaiser. Sauf que
Et comment on fait comment vous faites face à des... Écoutez, ça fait l'autorité, enfin ça suffit. Comment non, chez les petits, je pensais aux ados, pour qui c'est extrêmement compliqué de confisquer le portable. Mais c'est compliqué quand c'est ado, c'est parce qu'avant, on n'a pas, quand ils étaient plus petits, on ne s'est pas dit qu'on ne pouvait pas donner à un enfant, un tout petit, un téléphone. Alexis, là je vois... Oui, non, Alexis, continuez, Christelle. Je voyais où il disait, oui, mais bon, dans l'école, dans les collèges et lycées, donc là, la loi est passée quand même. Il faut savoir qu'elle était en expérimentation, qu'à partir du 1er janvier 2025, on n'est plus censé avoir de téléphone. En plus, on y va par palier. On est très doux, on n'y va pas, on n'impose pas. Mais oui, mais s'ils doivent prévenir leurs parents responsables en urgence. Pardon, mais on faisait comment avant pour prévenir un responsable en urgence? On a des équipes éducatives. Il y a du monde quand même dans les établissements scolaires. Un moment là, on est sur les plus grands, mais pour les plus petits, Alexis, pour les plus petits, c'est vous avez des enfants petits. Comment vous avez géré ça? D'abord, il faut reconnaître quand même que aujourd'hui, quand on est parent, on n'est pas très très bien aidé par les pouvoirs publics en matière de prescription de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors intuitivement, vous avez vraiment besoin de ça. Intuitivement, quand on est parent, on se dit qu'effectivement, des tout petits enfants, faut pas leur mettre la tablette dans les mains. Et pourtant, on le voit souvent. Moi, j'ai même vu une fois une dame avec une poussette, donc un tout petit enfant, et il y avait la tablette sur les genoux de l'enfant qui devait avoir dans une poussette un enfant, il a moins de 2 ans, quoi. Donc, on voit quand même des choses très étonnantes, très choquantes, et on peut pas imaginer effectivement à un moment donné que ça puisse pas avoir des effets nocifs sur la santé ou le développement de l'enfant. Pourquoi les pouvoirs publics? Mais autant moi, je lisais justement qu'il y avait des spécialistes qui disaient en dessous de 6 ans, il faut proscrire, interdire la tablette, le portable, les écrans. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Après, comment on le met en œuvre? Évidemment, on va pas mettre la police, on va pas mettre la justice là-dedans parce qu'ils ont quand même autre chose à faire. Mais il faut qu'il y ait une pression sociale, il faut qu'il y ait des campagnes. Vous savez, quand on a voulu réduire la consommation du tabac, l'alcool au volant, on a mis le paquet, on a dit voilà, 1 verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Il y a des gens qui ont compris quand même. Vous voyez ce que je veux dire? À force de répéter les messages, sur 10 ou 15 ans, on va obtenir des résultats. Si on dit rien, si personne ne dit rien, les gens ils sont livrés à eux-mêmes et il y en a qui font n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que je trouve que la proposition là, de Gabriel Attal sur les 15 ans réseaux sociaux, enfin, je sais pas, c'est encore un jeune homme, Gabriel Attal, mais je sais pas dans quel monde il vit. Parce que autant sur les moins de 6 ans, je pense que les parents ont un vrai rôle, et là, il faut y aller, c'est le bon moment parce qu'on a des petits-enfants et on peut vraiment imposer, contraindre. Mais enfin, un jour, j'espère que Gabriel Attal, il aura des enfants et qu'il verra qu'à 15 ans, c'est un peu tard pour leur interdire des choses, quoi. Non, mais là, lui, alors, il dit pas... des interdits. Il y en a déjà, il y en a plein. Mais enfin, excusez-moi, aujourd'hui, les enfants, il faut regarder la société dans laquelle on vit. Moi, mon fils, il est au collège. Avant, on a résisté. Il y a des enfants, ils ont des portables à l'école primaire. D'ailleurs, il y a des combats. Maintenant, dans les règlements des écoles, on est obligé de mettre interdiction des portables dans l'école. Et ça n'existait pas avant. Il y a quelques années, on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est obligé de le mettre et de dire à certains parents, les directeurs d'école, disent non, madame, votre fils, il n'a pas à avoir un portable dans l'école. Premier point. Donc ça existe déjà, on fait des restrictions. Deuxième point, moi, mon fils, il est au collège maintenant. J'en ai un qui est au collège, le plus grand. Il a un peu de route à faire. Donc sa mère, c'est vrai qu'elle préfère qu'il ait un portable parce que ça la rassure. Voilà, entre l'école, le collège, où t'es, qu'est-ce que tu fais? Bon, au collège, on peut c'est pas normal, leur donner un portable éducation. Avec évidemment des explications. Ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi à faire. Il y a un contrôle parental qu'on peut d'ailleurs exercer. Mais je reconnais que c'est pas facile. Qu'il y a des parents qui peuvent être dépassés parce que il faut quand même savoir manier les portables, etc. Et il y a sûrement des familles où c'est la liberté. Pour avoir. Mais la proposition de Gabriel Attal, elle est complètement surréaliste. Enfin, pardon, non, mais lui, il propose carrément de couper que les réseaux. De couper. Couper dans la société les réseaux sociaux. Faut couper Internet. Alors on leur dit on coupe Internet parce que comment vous distinguez Internet des réseaux sociaux? Aujourd'hui tout est entremêlé. Il y a un univers, il y a un espace numérique. On peut donner aux enfants des téléphones qui téléphonent et qui ne font que ça. Comme ça, votre femme sera rassurée. Sur le portable, ils peuvent à la fois apprendre, parce qu'ils peuvent utiliser leur portable. Moi, aujourd'hui, mon fils, il utilise ChatGPT quand il y a un mot qu'il ne comprend pas au collège, il utilise ChatGPT.
Bon, c'est pas moi qui lui ai appris à utiliser ChatGPT. Il l'a découvert tout seul. Et il a 12 ans. Ouais. C'est un garçon intelligent, il réfléchit vite. C'est son univers, le numérique. Ils sont baignés depuis leur naissance. Bien sûr. Donc après, si vous voulez, il faut discuter avec les enfants. Les adolescents, il faut les alerter. Il faudra dire attention au contenu. C'est interdit. Mais quand il y a YouTube, ils sont branchés, mais vous imaginez pas, les adolescents aujourd'hui, ils sont sur YouTube tout le temps. Je suis pas certaine qu'en termes de pédagogie, ils apprennent énormément. Enfin, je veux dire, quand on voit les algorithmes, ce qui vous revient quand vous regardez les réseaux sociaux, c'est quand même assez triste. Voilà. Si ça permettait d'améliorer l'éducation sur la langue française, peut-être qu'on aurait moins de fautes d'orthographe. Quand vous voyez TikTok, c'est assez triste, hein, le niveau de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins sur la notion de oui, je pense qu'il faut qu'il y ait un renfort de communication de la part des pouvoirs publics. Mais à un moment donné, il y a une véritable responsabilisation qui doit arriver de la part des parents. C'est un peu facile de dire j'ai besoin d'être rassuré parce que mon enfant ceci. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand les enfants ils sont surexposés aux réseaux sociaux et que on diffuse du harcèlement scolaire, de la violence dans des conditions absolument incroyables, qu'on les expose à des contenus pas possibles, qui les rendent, qui rend le corps accessible, qui libère en fait une espèce de. Enfin, on parlait tout à l'heure de la prostitution, exactement, de petites, d'enfants de 12 ans, parce que à 12 ans on est une enfant. Et qui aujourd'hui ont un rapport à leur corps qui, pardonnez-moi, mais me choque. Bon, il y a un vrai sujet, et je pense que ça, on n'a pas besoin d'avoir un tract dans le cahier de ces enfants pour comprendre qu'on a dépassé des limites. Je veux dire, quand on a un parent responsable, on sait qu'on doit protéger ses enfants. Mais enfin, je sais pas si vous avez des enfants, Christelle. J'ai un petit peu plus âgé que vous. Autour de moi, des gens qui ont moi j'ai eu des enfants avant les réseaux sociaux, un petit peu, mais avec le téléphone qui se développait. Mais Alexis, vous avez un petit garçon de 12 ans, moi j'ai un copain qui a une petite fille une jeune fille, j'ai une petite fille, c'est une jeune fille de 13 ans, le téléphone la rend dingue, donc je vais vous raconter cette histoire, il a confisqué le téléphone. Et il est convoqué au lycée en disant votre fille avait le téléphone en classe. Donc il lui dit mais c'est quoi ce téléphone et elle dit c'est une copine qui m'a prêté le téléphone. Et il dit mais comment tu fais? Elle est allée piquer la puce la nuit de son téléphone pour la mettre dans un autre téléphone. J'en ai une autre qui avait des enfants plus jeunes qui avait mis un contrôle parental. La gamine, elle a vu le code que faisait la mère. Elle a filmé le code avec son portable, elle a donné le téléphone à sa mère pendant que le téléphone filmait. Enfin, ça les rend fous. Et la société, je pense, est plus forte que les parents. Quand je dis la société, c'est-à-dire l'attraction de ces réseaux. Je crois qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir aller sur TikTok. Je pense qu'il devrait y avoir, enfin, s'il y a des études amenées sur le sujet, peut-être qu'il faudrait s'intéresser parce qu'il y a une forme d'addiction et les conséquences de l'addiction. C'est exactement ce que vous décrivez, Valérie. La gravité que ça a. L'addiction. C'est une question de santé publique. Exactement. Il faut poser ce débat-là sur la question de la santé publique. Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans les jeunes années, celle de la formation cérébrale, on l'a dit tout à l'heure, et là pour le coup c'est documenté, quand vous avez 5 sociétés savantes françaises du plus haut niveau qui disent la même chose dans une même tribune, c'était il y a 4 jours, eh bien vous devez quand même avoir une alerte là-dessus. Et puis une santé publique aussi, parce que derrière, à l'adolescence, effectivement, on va tomber dans des phénomènes d'addiction. Et derrière, avec des contenus qui peuvent avoir, là aussi, sur ces jeunes années, des conséquences psychologiques. On parle notamment des contenus qui peuvent être des contenus pornographiques. Il y a une vraie mission qui est conduite au Sénat, je le dis parce que c'est la sénatrice Marie Mercier qui est à côté de chez moi et qui mène ce combat justement sur la lutte contre l'exposition des adolescents et des enfants d'une façon générale face à des images pornographiques. Et on a vraiment, donc on est sur des questions de santé publique. Je pense que c'est vraiment le bon niveau pour placer le débat. Après, on a une vraie question, Sophie de Menton a raison, question d'éducation parentale. C'est-à-dire, quel est le ressort de l'autorité pour se faire respecter? Mais attention, face à une lutte qui est une lutte d'addiction, justement. Moi, je pense que c'est ça la difficulté pour les parents. Je pense qu'il faudrait... Je suis tombée par hasard sur une émission que je ne regarde pas, c'est populaire, mais j'étais scotchée par la sagesse de ça, c'est Super Nanny. Je suis tombée sur Super Nanny hier soir, et elle était dans une famille où il y avait 3 enfants, couple sympathique, jeune, etc. Les mômes étaient couchés avec la tablette,
On les emmenait se coucher, donc ils étaient contents parce qu'à 5 ans, elle avait sa tablette, elle s'endormait dessus. Le plus petit aussi. Ils avaient, alors il y avait tout y était. Il y avait le sucre où ils ne bouffaient que je donne pas de nom de marque, mais tout ce qu'il y avait. Et alors, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est l'éducation des parents. Et je pense, par exemple, quand on parlait. Mais je pense que les parents sont eux-mêmes. L'éducation des parents. Non, parce que les parents sont dépassés. Quand je dis dépassés, c'est qu'il faut les éduquer. Non, c'est pas les éduquer. Ils savent. Vous le savez que c'est pas bien. Je vous donne un exemple. Comment Hier, être autoritaire ? J'ai un petit-fils qui a 4 ans. Je lui dis, évidemment, il voit tout le monde avec des portables de temps en temps. Évidemment, je ne veux pas dire qu'il ne voit pas des vidéos, des machins. Et je lui dis, tu sais, les écrans, c'est pas avant 6 ans. Il me dit, non. Et alors, il me dit, non, 5. Je lui dis non, 6. Il me dit, il a 4 ans et demi. Il me dit non, 5. Je lui dis 6 ans. Et déjà, à cet âge-là, il a une addiction, enfin pas une addiction parce qu'il n'a pas de portable, mais il voit d'appétence pour ça. Et je pense que les parents, faut arrêter. Non, mais cet enfant va devenir négociateur. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je voudrais le rapprocher de la tribune hier que je trouvais remarquable, signée par Henri Guénaud et Alain Bentolila, qui était hier sur Sud Radio, qui parlait de l'école. Que peut-on faire face à une école de plus en plus déshumanisée ? Et ça passe aussi par la réflexion. Si votre fils Alexis, il va sur Grok pour chercher des mots, c'est très bien, mais c'est aussi d'apprendre à réfléchir. C'est de savoir lire, écrire, compter et d'avoir sa propre... réflexion, c'est un jugement. C'est là-dessus. Et l'école, on n'apprend plus aux enfants à penser. Et quand je reçois, moi, dans mon entreprise, des jeunes qui ont fait des très bonnes études, je suis très contente, je passe 1 an à leur dire, est-ce que vous pouvez penser ? On leur apprend à traiter l'information. Traiter l'information. Ils ne pensent pas. Je dis, quel est votre avis ? Et là, moi, j'ai les yeux exorbités. Quel est votre avis sur ce texte ? C'est pour ça que moi, j'avais arrêté à LCI de recruter des stagiaires de Sciences Po. Parce qu'ils étaient inaptes. Non, mais ils étaient inaptes à la réflexion. Oui, ça n'a pas toujours été le cas de cette école. Non, moi qui suis passé il y a 30 ans, on apprenait à penser, on apprenait à analyser, on apprenait à décortiquer l'information. Et à propos, juste un point sur Alexis qui a attiré mon attention. Pardon Alexis, mais vous avez dit, et il y a plein de gens comme vous qui le feraient, vous avez dit, c'est ma femme sur le trajet pour l'école qui a peur qu'elle est bien contente de pouvoir téléphoner. Non, c'est une femme, il n'a pas dit sa femme. Non, il a dit sa femme. C'est votre femme, Alexis ? Ah oui, c'est elle qui appelle son fils, c'est la mère de mon fils. Oui, d'accord. Son fils, enfin, c'est éventuellement le vôtre aussi. Moi, je vous rassure, je l'appelle aussi, c'était pas un propos sexiste. Non. Je l'appelle régulièrement sur son portable. Vous pouvez lui mettre une puce. C'est sexiste, mais c'est très intéressant. La mère est faible, elle n'a pas eu l'autorité qu'il fallait, très bien. Non, mais attendez, on vient d'avoir un cas formidable. Et je dis que la première des choses des parents, c'est d'en parler et de dire, bon, il ne faut pas qu'il ait de portable. Oui, mais sur le chemin de l'école. Non, il ne faut pas. Et puis si c'est vrai, parce que je peux comprendre ça. Il faut revenir pour certains enfants petits à des téléphones qui téléphonent, il ne faut rien d'autre. Ils peuvent appeler un numéro et ils ne font rien d'autre. Et ça, je suis pour. Parce que pouvoir appeler, je comprends très bien les parents ou les enfants, jusqu'à 12 ans ou je ne sais pas quel âge, mais on pourrait imaginer des téléphones qui téléphonent et il ne faut que ça. Ça existe déjà, Sophie. Pardon, Oui, ça existe déjà. On peut utiliser. Oui, ça existe, mais on ne s'en sert pas. Non, ils ont honte d'avoir des téléphones qui sont pas. Mais c'est une vraie question. C'est moi je rejoins Alexis sur la. En tout cas, le mérite de Gabriel Attal, c'est de nous faire parler, de poser le spray. Après les solutions, moi je suis très très dubitative. Merci à tous les 4. Bon 1er mai, bonne manif à vous. Les charges de CRS ont déjà commencé face à des agressions, face à des antifas. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio, très bon 1er mai. Demain, nous serons à la foire de Paris, figurez-vous, en direct.